Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christaleka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast et c'est pas une vidéo que j'ai follement envie de faire, mais voilà, il faut la faire parce que je pense qu'une petite mise au point soit nécessaire, surtout dernièrement, et je pense que la coupe est pleine. Donc aujourd'hui, je vais parler des 10 dures réalités auxquelles j'ai dû faire face en tant que designer tricot. Voilà, alors c'est pas une vidéo follement amusante aujourd'hui, donc si vous n'avez pas envie de vous miner un petit peu le moral, enfin miner le moral entre guillemets, parce que honnêtement je ne veux pas me mettre à pleurer, c'est pas mon style, eh ben ne regardez pas cette vidéo-ci, regardez d'autres vidéos où je suis un peu plus joyeuse, mais voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que ça fait un petit temps maintenant que je reçois des messages pas sympas, que je supprime, sur lequel je réponds même pas. Parfois je te réponds, parfois non, parfois je ventile auprès de ma copine Laurence. Mais je pense qu'une petite mise au point est à faire parce que je pense que les gens se permettent des choses, surtout depuis le Covid, qui sont pas très correctes, et qui sont absolument pas bienveillantes, qui sont même méchantes. Et cette vidéo, elle m'a donné envie, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que voilà, là, cette semaine, j'ai encore eu 2 messages pas sympas et en fait, hier, j'ai regardé une vidéo de Marion Caméléon. Si vous ne connaissez pas Marion Caméléon, c'est une, personne qui fait du make-up, qui est influenceuse, qui a 600, presque 700 000 suiveurs sur, YouTube, je pense, et qui puis depuis pas mal de temps offre des tutos, offre du contenu, vous montre comment vous maquiller et en fait, elle a été faire un tour sur Twitter et elle s'est fait mais littéralement descendre. Alors elle a changé un peu d'optique, de façon de faire depuis le début de l'année, elle est passée en agence, enfin, voilà, elle a un business, elle veut faire grandir son business, bref, c'est tout à fait logique. Bref, et ça m'a donné envie, en regardant ça, je me suis dit, mais en fait, ce qu'elle subit, je le subis à moindre échelle, d'une certaine manière, d'une autre manière, mais je le subis d'une certaine manière, et je pense qu'il faut mettre les choses au point. Alors, première chose, en tant que designer, alors si vous entendez biper, c'est Discord, hein, vous inquiétez pas, mais en tant que designer, la première chose que j'ai dû apprendre, c'est que tout le monde ne va pas m'aimer. Alors je le sais, voilà, c'est comme ça. Tout le monde ne va pas aimer ce que je fais, tout le monde ne va pas apprécier ce que je fais, certaines personnes n'apprécient pas ma personnalité, certaines personnes n'apprécient pas mon physique, et c'est comme ça, voilà, je suis comme je suis, j'ai la personnalité que j'ai, et j'ai pas envie de vous cacher, j'ai pas envie de me prendre une façade pour pouvoir vous parler, parce que c'est pas moi. Moi, je suis pas quelqu'un qui joue, je suis pas une actrice, je suis ce que je suis sur YouTube, comme je suis dans la vie réelle, et c'est quelque chose que j'ai envie de garder, et j'ai pas envie d'être lisse et de correspondre à toute la communauté tricot, parce que c'est pas moi. Moi, c'est ce que je suis là maintenant, et ce que je vous montre, et c'est une décision que j'ai prise, de ne pas mettre de fard, alors pas de fard à joues, hein, on parle de fard, de ne pas me cacher, de faire croire que toute la vie est jolie, parce que ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est les échecs, c'est les réussites, et c'est galérer, comme beaucoup de gens, comme tout le monde. Donc le monde du tricot, c'est pas nécessairement un monde très joyeux, c'est jamais qu'un microcosme qui est le reflet de la société réelle, c'est-à-dire que vous avez des gens super sympas comme des gens vraiment crapuleux. Donc voilà, c'est une réalité auquel je m'attendais. Alors c'est surprenant, hein, mais moi je suis quelqu'un d'angoissé, je suis quelqu'un de très anxieux, c'est quelque chose que je traîne depuis que je suis enfant en fait, et j'ai dû travailler énormément là-dessus, et notamment sur le fait d'être acceptée, et le fait de pouvoir de savoir que des personnes ne m'aimaient pas, et de dire bah tant pis, elles m'aiment pas, voilà. Du moment que j'ai suffisamment de personnes autour de moi qui valent du bien, les autres, à la limite, je m'en fiche. Donc voilà. Ensuite, deuxième point, il y a certaines personnes qui ne vous aiment pas, mais qui ne vous aiment tellement pas qu'elles vous détestent et qu'elles cherchent à vous nuire. Et là, c'est purement ou de la jalousie ou de la vraie méchanceté. Alors ici, je vais détailler 2-3 points, notamment pour mettre les choses au clair, parce que je trouve ça vraiment pas sympa, pour que vous vous rendiez compte un peu que tout n'est pas rose dans la communauté tricot. Heu, je pense que j'en avais parlé dans un podcast, il y a, au mois d'avril. J'ai sorti la collection Pi mes Pi, et comme à mon habitude, je mets mes photos sur Ravelry, je mets mes photos sur le site internet, et puis je communique sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Quelqu'un m'a signalé à Facebook, et apparemment ce n'était pas la première fois, et c'est encore arrivé cette semaine, m'a signalé à Facebook en disant que je faisais de l'exploitation humaine. Parce que j'avais mis des photos de mon fils qui portait le pull. Alors ici, il y a quelques jours, et ça, enfin, ça date de ce matin en fait, pas d'il y a quelques jours,
Et là, ça n'a pas été plus loin, et beh, cette photo du mois d'avril, elle a engendré quelque chose, c'est que moi, je me suis retrouvée, bah, tout était bloqué. Je me dis: «Mais pourquoi?» Donc je reposte sur mon compte personnel et Facebook a bloqué tous mes comptes. Donc bloqué ma page, bloqué mes comptes, m'a restreint en publication, m'a restreint, enfin voilà, me suis retrouvée avec un vecteur de communication qui m'a été supprimé. Heureusement, Instagram n'a pas été supprimé, mais on a décidé que je faisais de l'exploitation humaine. Et en fait, bah, j'ai réclamé auprès de Facebook, de manière véhémente et après analyse, il s'est avéré que c'était quelqu'un qui avait fait de la délation, enfin qui avait simplement signalé de manière, et c'était pas la première fois, gratuitement, avait signalé mes photos en disant que je faisais de l'exploitation humaine. C'est arrivé encore ce matin, mais ce matin, ça n'a pas été plus loin parce qu'apparemment, je suppose que c'est la même personne et que pour finir Facebook, voit le truc arriver et ne laisse plus les choses arriver. Donc, bah, vous devez faire une démarche, vous perdez en visibilité forcément, hein, puisque ça nuit au business, en fait, il faut être réaliste. Si sur Facebook, on vous invisibilise et on décide que vous ne pouvez plus poster, qu'on vous met les posts en fin de fond de mur, vous êtes plus visible. Or, on est dans une ère de visibilité où nuire à la visibilité, eh bien, voilà, ça fait du tort. Et donc encore ce matin, c'est arrivé. Alors, ça n'a pas pris les proportions que ça a pris et Facebook a agi tout de suite, mais voilà, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui s'amusent à taguer, et probablement sur Instagram aussi, hein, je ne me fais pas d'illusions, comme sur YouTube, j'ai régulièrement des messages que je supprime tout de suite, hein, parce que moi je ne laisse pas ça comme ça, je suis désolée, voilà, je n'ai pas envie d'avoir des haters qui me fassent des commentaires, parce que voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui m'échappe complètement parce que c'est pas dans mes valeurs de faire du nuire aux gens. À la limite, si les gens me dérangent, je m'en fiche. Enfin, voilà, je les ignore, moi, personnellement. Quand j'apprécie pas ce que quelqu'un fait, bah, je regarde pas ce qu'il fait. Et si quelqu'un me tape sur le système, bah, je regarde pas ce qu'il fait. C'est comme ça. Je ne passe pas mon temps à essayer de nuire aux gens. Je vois pas l'intérêt de nuire aux gens. Je trouve qu'on a déjà assez du mal à pouvoir se centrer sur soi-même et à pouvoir s'accomplir soi-même et de pouvoir donner des choses à des gens qui ont envie de partager avec vous, plutôt que d'aller faire emmerder son voisin pour X ou Y raison. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Voilà, la méchanceté, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Autre fait, bah, ça fait pas plus d'une fois que je me fais traiter de plagiat, qu'on m'accuse de plagiat, alors que je ne fais pas de plagiat. Il faut savoir que les patrons tricot ne sont protégés que sur la façon dont vous tricotez, et je pense que là maintenant, ça fait quand même, j'ai plus de 160 designs quand même, hein. Je pense que j'ai prouvé à la communauté que j'étais quelqu'un de suffisamment inventif et que je ne faisais pas de plagiat. Cette fois-ci, eh beh, ce plagiat, il concerne une étole qui va sortir bientôt, et en fait, cette étole, elle ressemble, non, elle ressemble pas, mais la personne qui a vu ça, elle y a vu une correspondance avec un patron de Rory. Alors, Rory Locatelli, le Fading Point, c'est l'étole, je vous la mets ici, elle est trop loin de la caméra pour que j'aille vous la chercher. En fait, qu'est-ce qu'il y a de commun? Et encore, pas tout à fait commun, c'est parce que les points sont pas les mêmes, les nombres de mailles n'est pas les mêmes, enfin bref, c'est le centre que vous voyez en X. Alors, il y a de multiples façons de faire en X. On peut commencer par le centre, comme on peut commencer par les côtés. Ça n'a strictement rien à voir avec Rory Locatelli. D'ailleurs, Rory Locatelli, et je la remercie énormément, elle a pris la parole, elle a dit clairement à la personne que, d'abord, elle était ravie que les gens se souviennent de ce patron-là, parce que ça voulait dire qu'il avait marqué suffisamment les gens pour qu'ils se souviennent de ce patron-là, mais surtout qu'en fait, elle n'avait pas les droits parce que c'est une forme géométrique et on n'a pas de droit sur une forme géométrique. En plus, ça s'appelle du modular knitting. Le modular knitting existait bien avant que Rory Locatelli ne commence à designer. Il y a des nombreux patrons, notamment chez Elisabeth Zimmermann, où on utilise du modular knitting. Et puis il y a d'autres designers avant le Rory Locatelli qui ont utilisé le modular knitting. Moi, je pense et plus ou moins à cette forme-là. Je pense à Jennifer Weissman et je pense notamment à Maria Anarella. Donc, cette personne s'est permise de me contacter sur Facebook, de me mettre un commentaire sur Facebook, d'aller poster sur Ravelry, dans le groupe de Rory qui a une visibilité énorme, en m'accusant de plagiat. Elle n'a contacté ni Rory, ni moi personnellement, et elle s'est permis ça. Alors, elle s'est fait un peu jeter dehors dans le sens où on lui a fait comprendre que c'était pas correct comme comportement, déjà, parce que quand on constate un problème, on contacte les designers. On fait pas ça en place publique. Déjà ça, c'est pas de la bienveillance et c'est pas protéger le designer qui serait soi-disant plagié de faire ça, je suis désolée. C'est juste mais quelqu'un vis-à-vis d'un autre collègue dans une situation très inconfortable. Et en plus, cette femme-là, elle ne teste pas pour moi, elle n'a jamais acheté un de mes patrons, et donc comment est-ce qu'elle peut décider que sur photo, c'est un plagiat?
Si vous prenez tous les pulls en yoke, on peut estimer que c'est du plagiat. Parce qu'un yoke, c'est quoi? C'est on commence par le top, on termine par le bottom, enfin le haut, le bas, et on fait un dessin sur l'empiècement. Alors, voilà. Ou alors les chaussettes, pareil. Si on peut partir comme ça très loin. N'importe quel châle triangulaire, un peu classique, peut être considéré comme du plagiat. Il y a des limites, c'est pas ça qui est protégé dans la loi du design. Le design, c'est la façon dont vous écrivez, dans la façon dont vous expliquez le patron. Donc ça, c'est une chose. Donc, d'autres choses que j'ai entendues, c'est, que, je ne faisais que tricoter, que, forcément, ça sous-entend qu'un designer, c'est paresseux, que je faisais ça aussi pour avoir de la laine gratuite. Alors, je ne fais pas que tricoter, déjà. Je tricote beaucoup moins que certaines d'entre vous, parce que contrairement à ce qu'on peut penser quand on design, il faut déjà le process déjà du design prend énormément de temps par rapport au moment où on prototype. Je tricote relativement des pièces, des pièces d'autres personnes. Et en plus, par-dessus le marché, j'ai énormément d'administratifs à faire. Parce que j'ai une société, parce qu'il y a les frais de TVA, et j'ai pas besoin d'expliquer l'administratif à qui tout le monde s'affronte, les paiements de factures, ce genre de choses, parce que c'est un travail, c'est pas un loisir. Il faut savoir que moi, j'ai basculé mon loisir en travail, et donc ça a perdu tout à fait tout ce moment où je m'assieds, je tricote. Non, quand je m'assieds pour tricoter, c'est pour travailler, c'est pour prototyper. D'ailleurs, ça a réellement un impact sur mon envie de tricoter, parce que si je me sens forcée de faire des designs, j'en ai parlé dans la vidéo sur Knitting Mojo, si je me sens forcée à faire des designs, il y a des fois j'ai envie de passer à autre chose et de prendre du plaisir. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un de paresseux qui reste assis dans son canapé en train de tricoter tout le temps, parce que ce n'est pas vrai, parce que c'est pas comme ça, parce qu'il y a des salons à organiser, parce que je travaille en collaboration avec des marques de laine, parce que j'ai créé ma propre laine, parce que j'ai un business, parce que j'offre des choses, je vous fais des films vidéo YouTube, je fais des reels. Alors c'est très 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 chronophage, il faut le savoir. La vidéo que je vous filme maintenant, ça va prendre quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure à filmer, ça va être 3 heures de montage, 3 heures d'upload. Pour vous donner une idée, j'en fais une fois par semaine. Les Reels, c'est quelquefois même pire, parce que la plateforme Reels d'Instagram est catastrophique pour ce genre de choses, parce que c'est pas précis du tout, c'est pas un PC, c'est un ordinateur, en plus c'est mal fichu, il faut le reconnaître. Voilà, et je ne suis pas sur TikTok, où il faut produire 50 vidéos par jour, alors j'exagère en disant 50, mais voilà. Donc il ne faut pas croire que je ne fais rien. Ensuite, est-ce que j'ai de la laine gratuite? Oui, j'y reçois de la laine sans la payer, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est gratuit pour autant? Il faut savoir que les marques de laine, elles ne vous envoient pas de la laine pour le plaisir de vous envoyer de la laine. Si elles envoient de la laine, c'est pour que vous fassiez des essais avec cette laine et que vous la mettiez en avant. Alors que vous la mettiez en avant par YouTube, parce que vous allez en parler, parce que vous allez la tricoter, ou parce que vous allez en parler dans un article de blog. D'ailleurs, je vais vous montrer, je disparais 30 secondes. Je vais vous montrer, j'ai reçu ça hier, c'était absolument pas sollicité. Lang m'a envoyé, alors je n'ai que 2 plots, mais j'en ai reçu 10. Lang m'a envoyé leur nouvelle collection avec des bouquins de l'hiver. Il faut savoir que Lang, j'ai déjà travaillé pas mal de fois avec eux. Ils envoient, et ils le font pas qu'avec moi, ils envoient leur nouvelle collection pour que vous fassiez des essais. Ils font pas ça gratis prodeo, c'est une société qui veut vendre, donc ils se servent de personnes, d'influenceurs pour pouvoir. Alors je ne me considère pas comme influenceuse, les choses soient claires, mais bon, je suis une designer, ils espèrent que j'en fasse quelque chose. Autre chose, je peux recevoir de la laine gratuitement, mais en fait derrière il y a une attente, que je crée un patron. Créer un patron, c'est penser au patron, designer le patron, créer le patron, écrire le patron, tricoter le patron. Ça prend un certain temps, faire des essais et des erreurs qui prennent aussi un certain temps. Une fois ça, c'est peaufiner l'écriture, faire tester, faire tech éditer, corriger et puis seulement publier. Donc ça, c'est du travail. Alors, on peut s'imaginer que le design du tricot, design tricot, c'est quelque chose de très en fait, ça vaut pas la peine, quoi, c'est pas la même chose, mais c'est du travail. Quand vous lisez des articles de blog, de blogueurs connus qui vivent de ça, ces gens-là travaillent, ils font du journalisme. Donc ici, moi, je fais de l'édition. Donc je travaille pour écrire des patrons de tricot. Donc voilà un peu le genre de choses, outre les attaques personnelles, parce que ça, j'en ai vu passer, les attaques personnelles, bon, voilà, c'est comme ça. Alors j'essaye, moi, de me tenir à distance de ça, parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et franchement, si vraiment ça vous casse les pieds de me regarder, ne me regardez plus, vous n'êtes pas obligé de me regarder. Il y a 50 000 youtubeurs. Si vous préférez quelqu'un de lisse et quelqu'un
qui est clair, lisse et qui vous raconte toujours la même chose mois après mois et qui construit toujours la même chose et qui vous bouscule pas dans vos habitudes, eh beh, libre à vous. C'est pas moi qui vais vous en empêcher et je vous oblige pas de me suivre. Voilà, moi j'ai envie de proposer un contenu qui n'est pas un contenu classique et j'ai envie de parler de choses qui m'intéressent parce que moi j'ai été j'adore transmettre, donc pour moi, les vidéos YouTube, c'est une manière de transmettre et c'est une manière de transmettre qui n'est pas celle des salons parce que quand je suis en salon, et c'est pas souvent parce que j'ai autre chose à faire que de faire des salons, je peux pas faire que des salons, eh bien, c'est une manière pour moi de vous transmettre des choses gratuitement parce que c'est gratuit ce que je vous offre. Donc il faut prendre conscience de ça et si vous préférez entendre, des vlogs ou autre chose, pourquoi pas? Je le fais de temps en temps, pourquoi pas? C'est pas mal de faire ça, mais voilà, je n'en fais pas des tonnes parce que ça me correspond pas, parce que c'est pas moi, parce que moi-même j'en regarde pas des vlogs. À partir d'un certain moment, je lâche l'affaire et ça m'embête. Donc voilà, je vous fais des vlogs régulièrement pour vous montrer où j'en suis et pour montrer mes patrons et pour mettre en avant le design des autres designers, mais j'ai envie de partager autre chose. Alors, tout ça, c'est très négatif, mais heureusement, il y a énormément de gens qui sont super bienveillants et qui sont vraiment des gens qui vous encouragent. Heureusement que ça existe et qu'à côté, j'ai des commentaires super positifs. Vous savez quand même bien que les commentaires positifs, il faut beaucoup de commentaires positifs pour contrebalancer un commentaire négatif, donc n'hésitez pas à en mettre parce que franchement, c'est vraiment, ressourçant, ça m'aide à être vue, hein, il faut être réaliste. Moi, je fais pas ça pour, ne rien gagner, je cherche à gagner ma vie comme tout le monde, en fait. Donc je fais des vidéos YouTube pour être mise en avant, pour partager, pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'il ne faut pas se leurrer. S'il y a des pubs sur les vidéos YouTube, c'est parce que ma chaîne est monétisée et que moi je cherche à gagner de l'argent. Je ne demande pas aux gens de payer quelque chose pour un cours, je monétise ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est comme ça, je pense qu'il y en a plein qui font ça et j'essaye de vous apporter du contenu suffisant et intéressant pour que vous puissiez trouver du plaisir, mais voilà, moi j'attends une petite rémunération parce qu'il y a du matériel à payer, et cetera, et cetera. C'est normal, je pense. Je pense que c'est tout à fait normal et c'est quelque chose que je pense qui doit se faire intégrer parce qu'on est dans l'ère du digital. Et le digital, même si c'est immatériel, ça doit quand même être rémunéré. Donc j'ai quand même oublié de vous dire, enfin, j'étais partie, je suis repartie sur du négatif. Donc il y a quand même plein de gens positifs en fait. J'ai de l'encouragement, j'ai des commentaires super positifs. Vous êtes des personnes qui mettent des commentaires positifs. Et chaque vidéo que je te sors, j'ai des commentaires positifs. J'ai des commentaires positifs sur Instagram, j'ai des commentaires positifs des personnes que je rencontre en salon, que je rencontre en atelier, dans ma famille, dans mes amis. J'ai des gens qui ont envie que je crée, qui ont envie que je réussisse et ça, c'est le plus important. Alors, autre chose, est-ce que, les designers tricot sont des gens qui peuvent faire fortune? Voilà, est-ce que c'est vrai qu'on peut faire fortune? C'est pas parce que vous êtes, sur, YouTube, que vous avez 10 000 abonnés que vous gagnez beaucoup. C'est pas parce que vous êtes en top 20 de Ravelry que vous gagnez beaucoup. C'est faux. Il faut savoir que quand vous êtes en top 20, c'est juste un algorithme qui vous met en avant, comme on met en avant des photos Instagram. Il faut savoir que Instagram ne paye personne, hein, déjà, paye pas les influenceurs. Ce sont les marques qui prennent contact avec Instagram, avec, la personne qui présente les photos, qui payent. Instagram ne paye rien. Contrairement à TikTok qui rémunère, mais encore des clopinettes, on est bien d'accord, Instagram ne paye rien. Donc on ne gagne rien à poster sur Instagram, rien. De la visibilité, c'est tout. Et à quel prix cette visibilité? Si vous êtes au top 20 de Ravelry, il faut savoir que ça ne veut rien dire en fait. Ça veut juste dire que X personnes ont cliqué sur le modèle, ont mis le modèle en j'aime, ou l'ont mis en queue, ou l'ont acheté pour que vous vous retrouviez au top. Alors ça devient de plus en plus difficile parce que de plus en plus, il y a des designers qui proposent des patrons gratuits. Et comme il y a une flopée de patrons gratuits, X ou Y raison, et les gens sont nettement moins exigeants sur les patrons gratuits, donc ça inonde Ravelry, comme ça inonde internet et il y a du bon, il y a du moins bon forcément, mais ça invisibilise d'une certaine manière les designers qui gagnent leur vie avec ça. Donc ça devient difficile de plus en plus sur Ravelry d'arriver dans le top 20 et je vous dis, c'est un algorithme, ça ne veut pas dire qu'on est riche. Alors je vais reprendre des chiffres pour vous montrer à quel point on n'est pas riche. Alors
Je parle de ça parce que j'ai lu un article récemment et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était venu, il y a un petit temps sur Instagram, sur l'inclusivité et les tailles qu'on devait ajouter aux patrons pour que ce soit plus inclusif. Le fait de faire des patrons pour les personnes malvoyantes et cetera, pour que ce soit plus inclusif. Faire, des patrons à 3 niveaux de paiement pour que ce soit plus inclusif. C'est bien beau, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste, la majorité des designers tricot sont des gens qui sont en dessous du revenu minimum syndical, du minimum revenu minimum, du RMI. Voilà, je ne sais plus. Ils sont en dessous du SMIC. Voilà, c'est une réalité chiffrée. Donc, demander à des gens qui déjà ne gagnent difficilement leur vie de faire plus de travail en payant le même prix ou faire donner alors plus, ça devient limite de l'insupportable. Et pourquoi est-ce qu'on arrive là? C'est parce qu'en fait, depuis très longtemps, le métier de designer indépendant, c'est un métier qui est monté de toutes pièces. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les écoles. Il existe une école du stylisme de la maille, c'est une spécialisation du stylisme, c'est l'école de la maille à Paris, il y a ça à Bruxelles aux Beaux-Arts, mais ça ne vous apprend pas à designer et à écrire des patrons. Ça vous apprend à designer, point, mais vous ne savez pas écrire des patrons. Il faut savoir que la majorité des designers qui avant travaillaient, ils travaillaient en in-house, donc à l'intérieur des magasins de laine, et ils étaient payés comme salariés. Le tricot, les marques de laine, qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qui est important pour eux? C'est de vendre de la laine, parce que la laine, c'est un bien matériel consommable. Vous allez tricoter un pull, ben, vous allez tricoter un pull. Vous pouvez défaire votre pull et comme pour utiliser la même laine, vous n'aurez jamais qu'un pull, vous n'en aurez pas deux. Donc, pour pouvoir refaire un deuxième pull, il faut racheter de la laine, donc c'est quelque chose qui rapporte. Par contre, les patrons, vous pouvez les utiliser de manière infinie, c'est quelque chose qui ne se perd jamais, que ce soit en magazine et que ce soit alors internet, c'est encore différent, on parle de bases de données et de maintien des données et des fichiers et etc. et de ce qu'on appelle l'obsolescence, mais voilà, des patrons, vous allez les garder pendant un temps infini. Le fichier PDF, il ne va pas disparaître comme ça, il va être de toute façon adapté pour être lu. Donc, vous allez avoir des patrons, ils ne disparaissent pas de votre bibliothèque. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, ne rapporte pas suffisamment au magasin de laine. Donc, pendant très longtemps, on avait des designers in-house qui s'occupaient de la collection, mais d'autres choses à côté, qui étaient payés au prix de salariés. Et quand les gens achètent de la laine, ben, ils ont des magazines offerts ou à prix ridicule. Donc, ça n'a jamais mis en avant le travail des designers et du vrai travail qu'il y a derrière. Ça, il y a commencé à avoir une prise de conscience de ça avec l'avènement des designers indépendants, freelance, où on a commencé à chiffrer, où réellement les patrons étaient mieux construits, où on fournit des vidéos YouTube, des articles de blog, des techniques filmées, des techniques expliquées, où il y a une vraie construction, il y a beaucoup plus de détails, etc. etc. Donc ça doit se chiffrer. Donc il ne faut pas croire que parce que vous payez 6,50 € ou 7,50 €, c'est un prix fair pour les patrons. C'est pas vrai, en fait. C'est largement en dessous de ce qu'on devrait payer. Quand vous regardez un patron de couture qui, souvent maintenant, sont téléchargeables, donc c'est vous qui imprimez. Quand c'est imprimé, envoyé dans un beau packaging, je peux encore comprendre que ce soit 20 €. Mais voilà, ça ne prend pas moins de temps de faire un patron de tricot que ça ne prend de faire un patron de couture. C'est pas du dénigrement, hein. Mais vous allez plus facilement payer 12 € ou 15 € pour un patron de de couture que vous allez payer pour un patron de tricot. Et ça, c'est historique, si vous voulez. C'est une histoire qui est due au fait qu'on a toujours été mal payé, même au niveau quand on fait ce qu'on appelle le third party, donc quand on travaille on répond à un appel d'un magasin de laine ou qui vous contacte, quelquefois ils vous payent, mais vraiment pas bien, hein. Je peux parler d'une marque de laine qui m'a contacté récemment, alors je ne vais pas citer le nom de la marque de laine. Ils m'ont contacté pour faire un design, pour avant-hier, hein, parce que c'est toujours comme ça, et ils me demandaient de chiffrer le prix du patron parce qu'ils voulaient garder tous les droits et moi je ne pouvais rien récupérer. Et bien quand j'ai annoncé la couleur, moi j'ai dit: «Bah, c'est minimum 1 000 €», eh bien ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont dit: «Ah non, c'est pas question». Mais moi je suis désolée, mais je cède mes droits, j'ai plus accès au patron, je crée un patron et je dois être payée pour rien. Et il y a d'autres designers qui ont accepté. Mais moi, ça, je suis pas d'accord parce que je trouve que c'est d'évaluer le travail. Accepter de travailler pour 250 € et de céder ses droits, non. Alors, très classiquement, dans le milieu, ce qui se passe, c'est que vous êtes payé pour le patron, vous avez et en plus, vous récupérez pas le prototype, hein, par-dessus le marché. Vous êtes payé pour le patron, l'écriture du patron et on peut éventuellement vous payer des royalties. Il y a des entreprises de laine qui sont vraiment très fair vis-à-vis des designers. Je peux citer, parce que moi j'ai travaillé avec des entreprises fair, je peux citer Brooklyn Tweed qui vous paye un montant X
qui est différent en fonction de si vous faites une paire de chaussettes ou un pull, c'est différent, pour l'écriture du patron. Et puis vous avez des royalties. Et ces royalties, c'est 50% du patron quand c'est acheté sur leur site internet, 25% quand c'est sur Ravelry. Donc là, c'est plus fair parce que le droit du patron leur reste, mais vous récupérez le prototype. Et vous êtes payé tout au long de votre vie. Donc ce sont des royalties. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça en fait? C'était pour parler c'est pas parce que vous êtes, sur Ravelry au top 20 que vous êtes quelqu'un qui gagnait votre vie. Alors quand on pense designer tricot, on pense Caitlin Hunter, Andrea Mori, Stephen West, voilà, Isolda, des gens comme ça. Alors ces gens-là comme ça, ils sont peut-être 5, 10 à tout casser sur Ravelry. D'ailleurs, de manière chiffrée, Ravelry a fait une étude statistique en 2019. Ils ont fait une étude sur ce que gagnaient les designers sur Ravelry. Le chiffre était de 10 490 designers qui gagnaient au moins 1 € sur je ne sais pas combien, parce qu'il y a, à l'époque je ne sais pas, mais il y a une multitude, regardez un peu le nombre de chiffres de designers, de personnes qui créent un patron, parce qu'on peut pas, enfin voilà, qui écrivent un patron, parce qu'un designer c'est quelqu'un qui écrit un patron, sur Ravelry, eh ben, 10 490 je crois, gagnaient, attendez, il faut que je regarde mes chiffres parce que je les ai pas retenus par cœur, gagnaient 1 €. Sur ces 10 940 gagnant 1 €, il y en a 557 qui gagnaient 500 $. 557, c'est 5%. Ça vous fait 6 000 $ par an. 6 000 $ par an, sans frais. Il faut retirer les frais Ravelry, il faut retirer les frais PayPal, il faut retirer les impôts, il faut retirer les soins de santé, etc. etc. S'il vous reste 2 500 €, vous êtes heureux. Ça dépend de quel pays vous êtes, mais en Belgique, en tout cas, s'il vous reste 2 500 €, vous êtes heureux. Si vous faites 2 500 € pour votre année, vous imaginez, il y a 95%, 95% des designers qui vendent sur Ravelry qui gagnent moins de 2 500 € par an. Voilà, pour remettre un peu les choses au clair. Il y a 304 qui gagnent 1 000 $ par mois, c'est-à-dire 12 000 € par an. Donc ça fait 6 000 € on va dire, net, en retirant toutes les charges. 6 000 €, ça fait 500 € par mois. Vous ne vivez pas avec 500 € par mois. Il y a 157 qui gagnent 2 000 € de 2 100 €, 1 € à 2 999 € par mois. Ça fait 24 000 $, ce qui donne 12 000, 13 000 € par an. C'est pas non plus énorme. Regardez combien vous êtes payé, vous. Et 93, 93, 0,8% des designers sur Ravelry gagnent plus de 3 000 $. 0,8%. 3 000 $, ça vous fait 1 500 € par mois. Est-ce que vous êtes riche avec 1 500 € par mois? Alors oui, ces personnes ont des sites internet. J'ai un site internet sur lequel on vend. On va sur d'autres plateformes, on fait d'autres choses à côté. Mais il ne faut pas croire qu'on vend pour 10 000 € à côté, c'est pas vrai. Donc, il faut garder raison, on ne gagne pas sa vie en tant que vendeur de patron. On fait ça parce qu'on aime ça. Il y a quelques exceptions qui sont rares, qui gagnent très très bien leur vie, mais je vous le dis, elles sont rares et peut-être que ça ne va pas durer. Tandis que d'autres, ben voilà, gagnent le minimum syndical, quoi. Vraiment le SMIC ou nettement moins le SMIC. Donc demander à des designers d'offrir en plus, de faire du travail en plus, alors qu'ils font déjà beaucoup de choses. Tous ne sont pas pareils, je suis d'accord, mais ça, c'était un peu tiré sur la corde. Il faut se poser des questions, peut-être revoir sa façon de considérer. Est-ce que c'est au designer de faire ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas voir ça d'un autre point de vue? Est-ce que c'est pas au niveau des magazines qu'on devrait demander ça? Est-ce qu'on ne devrait pas en demander aux magazines de vraiment faire quelque chose d'inclusif et de permettre aux gens de pouvoir accéder à des patrons moins chers? Donc voilà, moi je fais régulièrement des promotions. J'ai des patrons gratuits. Voilà, on peut offrir des patrons gratuits. J'ai 3 patrons gratuits, j'ai 2 châles et j'ai une couverture. Donc j'offre des patrons gratuits. Je préfère encore offrir des patrons gratuits que d'évaluer mon travail. Les ventes à 2 € comme fait Makerist, je le cite parce que je ne trouve pas ça correct, eh bien moi je n'adhère pas, parce que 2 € pour eux, c'est 50 cents pour nous. Mon patron, il vaut plus que 50 cents. Et j'accepte pas ça, c'est une stratégie business que moi je n'adhère pas. Tout ça pour de la visibilité, je ne suis pas d'accord. Alors, je parlais du prix. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas au top 20 et que ça ne gagne pas énormément que vous ne devez pas valoriser votre travail? Si, parce que c'est du travail. Et que c'est très long de construire
une communauté autour de vous, c'est très long d'avoir une visibilité, c'est très long d'avoir une crédibilité et modèle après modèle, vous créez cette visibilité et chaque modèle, qu'il soit un succès ou non, c'est un modèle de plus à votre catalogue et c'est un modèle qui montre votre travail. C'est aussi des choses qui vous permettent de peaufiner votre façon de travailler. Donc ça, moi aussi, je l'ai appris. Des fois, j'étais hyper déçue de vendre 10 patrons au lieu de 100. Eh bien, c'est comme ça, voilà. Alors, quand vous avez mis énormément d'énergie dans un patron et que vous vous rendez compte que ça fait un flop pour je ne sais pas quelle raison, parce que le vent soufflait en sud-ouest au lieu de l'est, je n'en sais rien, parce que souvent c'est inconstant. C'est pourquoi? Parce que est-ce que c'est votre travail qui est à dévaluer ou est-ce que c'est parce que c'est pas le moment ou est-ce que parce que je sais pas quoi? J'ai jamais compris, hein, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, je n'ai toujours pas compris ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Alors il y en a qui sortent n'importe quoi et ça fonctionne parce qu'elles sont toujours dans la même veine, mais moi je suis pas comme ça, j'arrive pas. Voilà. Vous ne trouverez jamais quelque chose de lisse chez moi. Toujours le même pull dédié, avec des points, la même construction ou légèrement variée ou des châles, toujours la même chose. C'est quelque chose que vous ne trouverez pas chez moi parce que ça ne fonctionne pas, je n'y arrive pas. C'est à l'encontre de mon esprit créatif. Moi, je suis quelqu'un d'éclectique et je vais dans tous les sens. Donc j'ai besoin de créer des formes, d'utiliser de la matière, des mailles, d'intégrer d'autres techniques dans le tricot. C'est comme ça, c'est ma façon de percevoir le tricot, c'est de voilà, je ne sais pas faire des trucs convenus, je n'y arrive pas. Alors il y a des fois ça fonctionne super bien et je ne sais pas pourquoi. Je parle de l'Inès Shawl par exemple. L'Inès Shawl, ce châle, il a fonctionné du tonnerre. Alors au départ, moi j'étais pas partie pour faire un châle, hein. J'ai construit, j'ai commencé, j'ai fait une étole et puis je me suis dit: «Mais c'est moche». Donc j'ai défait et j'ai dit: «Bon, il faut» j'aimais beaucoup le début avec les bubbles et voilà, c'est quelque chose que j'avais dessiné et qui ne fonctionnait pas et puis j'ai recommencé et puis quand je l'ai vu, je dis: «Oh oui, il est sympa». Voilà, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait un succès pareil parce que je pense que j'ai d'autres patrons qui ont eu d'énormes ventes, mais celui-là, c'est le dernier, j'ai eu énormément de ventes. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. C'est un qui fonctionne très bien, voilà. Et je ne sais pas pourquoi. Les bubbles, les couleurs, voilà, allez savoir. Alors que j'en ai d'autres, ça n'a pas fonctionné, alors que j'ai mis peut-être plus d'énergie, une réflexion beaucoup plus profonde derrière et ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin et je fais avec. Voilà pour, l'importance de valoriser son travail parce que c'est du travail, même si ça ne rapporte pas, ça nourrit quand même votre base, ça montre ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est important. Je suis moins déçue maintenant quand ça fonctionne moins bien qu'avant parce que j'y mettais énormément de cœur et si ça fonctionnait pas, je me disais: «Bah, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ne travaille pas correctement». Or c'est pas le cas, c'est juste parce que c'est la conjoncture, parce que et voilà, c'est comme ça. Alors, je ne sais plus au nombre de où j'en suis de toute façon, une chose importante que j'ai appris aussi, c'est apprendre à ralentir. Alors je suis quelqu'un qui ralentit doucement, hein. Je passe du TGV à non même pas à l'omnibus, on va dire au train qui, voyage, je ne sais plus comment on appelle ça en France, qui travaille en hier je pense. Ah non, en Belgique on appelle ça hier, mais ICIR, Intercity, Interrégion, en France je ne sais plus comment on appelle ça, bref. Donc moi, je passe du mode TGV à l'Intercity, je pense que je n'arriverai jamais au stade de l'omnibus, ni même du je ne sais plus comment on appelle ça. Vous voyez les wagons qu'on utilisait pour aller dans les mines, mais je passerai jamais à ce stade-là, mais j'ai appris à ralentir parce que, à toujours produire, 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 bah, pour finir, en fait, je m'épuise et j'y arrive plus. Donc j'ai appris à prendre un pas de recul, à me rendre compte qu'à partir d'un certain moment, il faut que je prenne un pas en arrière et que je me dise: «Maintenant ça suffit». Tu laisses ton cerveau au repos et tu fais des designs d'autres personnes. Parce qu'en ne pas savoir ralentir, eh bien, vous finissez par vous brûler les ailes. Donc, j'ai vraiment appris à, ralentir et tant pis si j'ai 500 sketchs dans ma mon carnet de croquis et que j'ai 500 modèles ou 1000 modèles dans ma tête qui fleurissent à tour de bras, tant pis, je me mets en arrêt. Il y a des moments, moi, je prends des vacances et systématiquement pendant les vacances, alors de temps en temps, je tricote un prototype, alors les 3 quarts du temps, je ne le finis pas, ou je fais des photos, mais souvent, ben, voilà, je tricote même pas ou je tricote des trucs simples ou je tricote des trucs de d'autres designers et c'est le parti que j'ai pris quand je fais le gift along. Je design pas pendant ces 6 semaines-là, je modère, je participe avec les gens, je fais des activités, mais j'ai décidé de mettre moi le design de côté parce que honnêtement, il y a des fois, ça me bouffe littéralement. Parce que je suis quelqu'un qui donne énormément, je travaille énormément, je réfléchis énormément, mais là, il y a des moments où je dois vraiment prendre distance.
Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris en tant que designer. Autre chose, je ne sais je vous dis, je ne sais plus où j'en suis parce que j'ai l'impression que c'est un énorme blabla ce que je vous fais. Bref, quand je construirai la vidéo, ce sera différent. Il m'a été reproché de faire des erreurs de tricot, enfin pas des erreurs de tricot, des erreurs de typo. Alors, c'est quelque chose qui vient de manière récurrente, enfin, voilà, je suis humaine, je fais relire mes patrons par ma tech éditrice, je fais relire mes patrons par mes test-knitters. Il y a souvent une troisième paire d'yeux, il y a bien une fois de temps en temps mon mari ou mes enfants ou mon fils qui regardent mes patrons. J'écris en 2 langues et parfois il y a des typos qui m'échappent et qui échappent à ma tech éditrice et qui échappent à mes test-knitters ou des légères incompréhensions. Il m'est arrivé, par exemple, récemment, d'avoir, comme j'utilisais un nouveau modèle, un nouveau système de... J'utilisais Adobe Design, avant je n'utilisais pas Adobe Design pour créer mes patrons, eh bien, j'ai fait une erreur de copier-coller. Et en fait, toutes les définitions d'abréviation étaient les mêmes. Mais c'était une erreur de copier-coller. Et il y a une personne qui m'a contactée, elle m'a demandé de remplacer ça, je l'ai fait, et puis j'ai quand même, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais je pense que j'ai pas corrigé tout parce que j'ai pas vu tout. J'étais ailleurs, j'étais en déplacement. Voilà, je suis désolée, ça m'arrive, je suis humaine, j'étais fatiguée, j'étais en déplacement, j'étais chez mon fils. Voilà. Et j'ai corrigé pour satisfaire la cliente, et en fait, j'aurais dû mettre une semaine. C'est de ma faute, hein, j'aurais dû mettre ça une semaine en attente et corriger après, de manière reposée, parce que c'est bête et méchant, c'était des définitions de torsade. Voilà, j'ai fait une erreur, j'avais inversé avant, arrière, et puis j'avais copié-collé, bref. Et c'est une erreur qui était passée après le passage de ma tech editor. Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai fait un copier-coller. Je ne maîtrisais pas encore bien le logiciel. Je ne maîtrise pas toujours bien le logiciel parce qu'il a fallu que j'apprenne sur le tas, hein, mine de rien. Et c'est pas user-friendly, Adobe, il faut reconnaître, mais tout le monde utilise ça. Donc j'ai dû, voilà, ça me trompe. Alors je pense que je fais preuve d'humilité. Je trouve qu'il y a des personnes qui reviennent vers moi en disant: «Oh mais j'ai trouvé une erreur», où il y a 2 lettres, où il y a quelquefois des erreurs de compte parce que je me suis trompée de chiffre, parce qu'en tapant, j'ai fait une erreur ou parce que j'ai fait une erreur de copier-coller en traduisant. Il y a des personnes qui reviennent de manière très bienveillante en disant: «Oh écoute, tu as fait une erreur, voilà», et ce que je fais, moi, je fais un update tout simplement, donc c'est pas la mort de faire un update, ça m'arrive. Je pense que dans n'importe quel bouquin, pouvez avoir des typos, vous pouvez avoir des erreurs, et quand il s'agit de recopiage et de traduire, ça, voilà, c'est source d'erreur. Plus il y a de manipulation, plus c'est source d'erreur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à lâcher prise, un peu mon perfectionnisme, et me rendre compte que, bah, je suis humaine, et quand je suis vraiment fatiguée ou que je fais des erreurs, bah, il y a des fois, bah, je fais des erreurs, et dans mes patrons, vous trouvez parfois des erreurs de typo. Alors, je fais très attention. Majoritairement, ma tech éditrice fait très attention, mais il arrive que quelquefois, on oublie un mot parce que j'écris mes patrons en anglais et on oublie un mot traduit qui est en anglais et qui n'est pas traduit en français, ou inversement, parce que ça arrive aussi dans ce sens-là, ou simplement, bah, j'ai mis 2 1 pour mettre, je mets par exemple, une maille en droit, ben, ça va être 11 parce que j'ai tapé 2 fois sur le 1, je m'en suis pas rendu compte. Ou voilà, des choses comme ça. Mais ça, ce sont des typos, voilà, ça arrive. Ou simplement, parfois, sans faire gaffe, ben, en exportant mon fichier, je fais pas super attention, ou j'ai pas encore la maîtrise du logiciel, et en fait, il s'avère que j'ai pas coché le bon chose, la bonne formule et la bonne valeur pour la compression, et donc on se retrouve avec des diagrammes un peu plus flous, voilà. Mais voilà, ça arrive. Donc voilà, je ne suis pas parfaite, loin de là, je suis humaine, donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous trouvez des erreurs, parce que moi en général je corrige. Alors je fais pas de ça tous les mois, hein, forcément, et des fois j'oublie ça, voilà, parce que je suis humaine et j'oublie de corriger mes patrons. Mais j'essaye régulièrement de remettre à jour mes patrons et de vérifier et de m'assurer que les gens ont bien compris, et que n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais ça sert à rien d'en faire une enchère, et ça sert à rien de m'attaquer en public, parce qu'au contraire, vous allez rien c'est pas positif d'attaquer en public. C'est pas parce qu'il y a une typo ou une erreur, enfin, il y a un service après-vente, et je pense que je suis là au niveau du service après-vente. Je réponds aux questions, quelquefois même très tard, très régulièrement. Je m'assure que vous ayez compris. Alors, il y en a qui n'ont rien à faire, qui n'arrivent pas à comprendre. Il y en a qui vont venir m'attaquer parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre ma façon d'écrire. Je n'y suis pour rien. J'essaie d'expliquer comme je peux. Elles me disent que j'écris mal. Bon, ben, si j'écris mal, voilà, c'est que, voilà, j'estime pas que j'écris mal mes patrons. J'ai ma façon de penser, je transcris ma façon de penser. Ça ne colle peut-être pas à la leur.
Donc allez voir un autre designer, parce que ça veut dire que ce que moi j'écris ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que ce que moi j'écris est mal. Mais voilà, donc j'ai appris à lâcher le perfectionnisme et à faire des mises à jour sans culpabiliser, parce que c'est normal. Et c'est tout le monde. Stephen West, tout le monde fait des typos. Même Brooklyn Tweed, qui ont une équipe créative énorme, une équipe d'éditeurs énorme, eh bien, ils font des erreurs et ils doivent faire des corrections de typos. Voilà, c'est comme ça. Alors, une autre chose que j'ai appris, et bon, ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais eu trop de problèmes avec, parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire de recherche. Avant, j'ai fait de la recherche, scientifique, tout simplement. Enfin, je suis infirmière à la base, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai fait une spécialisation et puis moi, je me suis orientée très fort vers tout ce qui était plus science et donc je suis quelqu'un qui fait énormément de recherche et donc le tricot, ça, c'est là ça ne peut être que je pouvais ne faire que transposer ça au tricot, donc j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup écouter, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup enfin voilà, j'apprends. Donc c'est important, je ne connais pas tout. Je ne suis pas la Bible du tricot. Donc même si je maîtrise certaines choses, et vous pouvez m'apprendre des choses, et je serais ravie que vous m'appreniez des choses parce que je ne sais pas tout. Donc voilà, pour moi c'est important en tant que designer des tricots d'avoir une certaine humilité, de reconnaître que je ne connais pas tout, que je ne sais pas, parfois je ne sais pas répondre à vos questions. Ça m'arrive de ne pas répondre à vos questions. Et il y a certainement plus expérimenté que moi, que ce soit designer ou pas. Parce qu'en fait, un designer, c'est quoi? C'est jamais que quelqu'un qui écrit un patron. Je ne suis pas un meilleur tricoteur que certaines d'entre vous. C'est pas, ça ne fait pas de moi un génie, ça ne fait pas de moi une star. Je suis simplement quelqu'un qui transpose ce qu'elle fait en mots. Et donc, ça ne fait rien, je ne suis pas plus exceptionnel que vous. Vous-même, tricoteur, vous êtes exceptionnel et ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus. Voilà, la starification, c'est quelque chose qui m'exaspère très fortement. Je viens d'un milieu médical où la starification et l'ego, c'est quelque chose qui est très fort, surtout chez les médecins, il faut le reconnaître, hein. S'il y a des médecins qui m'écoutent, vous savez certainement que certains collègues ont un ego surdimensionné et souvent cet ego est inversement proportionnel à leurs compétences. Eh bien, je retrouve un peu ça au niveau du tricot. Ben voilà, il y a des gens qui ont un ego surdimensionné, qui snobent les gens, qui s'imaginent que parce qu'ils sont designers et qu'ils commencent à vendre des patrons et qu'on les reconnaît, que ben, subitement, eh ben, c'est des stars. Ben non, je suis désolée. Moi, je suis juste. C'est parce que vous voyez ma tête sur YouTube, sinon vous ne sauriez pas qui je suis. Voilà. Donc, j'ai pas envie de ça et ben, je suis quelqu'un comme les autres, donc j'ai envie d'apprendre de vous. J'ai envie de lire, j'ai envie de découvrir. Parce que si je découvre pas, si on ne découvre pas et qu'on n'a plus rien à apprendre, ça sert à quoi, quoi? Elle est où la vie dans le fait d'apprendre? De toute façon, plus on vieillit, plus on a de la sagesse et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on a des choses à apprendre. C'est ça la réalité. Donc voilà. Et alors, pour finir sur une note positive, parce que j'ai fait énormément de blabla, eh bien, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris et qui est tout compte fait le plus positif, à côté de toute cette façon de descendre des gens qui osent se mettre en avant, des gens qui osent se lancer, parce que c'est un risque de se lancer dans une entreprise, vous risquez de vous casser la figure à tout moment, eh bien, c'est important de partager et de trouver quelqu'un de fabuleux qui sera votre soutien indéfectible. Alors, ça peut être un designer. Moi, j'ai depuis un petit temps rejoint l'équipe du Gift Along et une équipe de designers. Et bon, même si ce sont des gens qui n'ont absolument pas la même culture que moi, parce que c'est quand même pas mal d'américaines, ça nous permet d'échanger. Ça nous permet de dire, ben voilà, moi je rencontre tel problème, qu'est-ce que tu penses de tel programme d'édition, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant, comment est-ce que je pourrais faire mes photos. Et puis quelquefois des causer sur les consommateurs très chiants, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des clients qui sont très très chiants, comme on a des patients qui sont très très chiants pour les professionnels de santé. Hop, j'ai une lumière qui vient de s'éteindre, mais tant pis. Il y a des gens qui sont franchement chiants, voilà, c'est comme ça. Et on s'en plaint, mais on ne le fait pas publiquement, on s'en plaint. Donc, c'est de s'entourer de quelqu'un de fabuleux. Alors moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de fabuleux autour de moi qui est toujours derrière moi. Elle se reconnaîtra, elle sait qui elle est toujours derrière moi, elle est toujours partante. Je pense que je lui demanderai de danser sur la tête, elle apprendra à danser sur la tête. Et je trouve ça génial d'avoir quelqu'un qui vous soutient même dans vos coups de mou, et qui vous dit d'aller de l'avant et qui vous donne des conseils. C'est ça. Moi, je garde ça, en fait, de ce que j'ai appris dans mes 10 ans de design. C'est qu'en vous entourant des personnes positives, eh ben, vous n'avez envie que d'une chose, c'est d'aller de l'avant. Même quand c'est difficile, même quand vous avez envie de laisser tout tomber, même quand vous avez envie de changer de direction, eh bien, vous avez toujours quelqu'un derrière vous de fabuleux qui va vous soutenir.
Voilà, alors c'était pas une vidéo super sympa parce qu'honnêtement, voilà, moi ça me pesait un peu et j'avais envie d'en parler. J'avais prévu autre chose, j'espère que je vous sortirai cette autre vidéo la semaine prochaine. En attendant, il y a plein d'autres vidéos positives que vous pouvez regarder si celle-ci vous a gonflé, parce que je peux comprendre que, les réseaux sociaux et la négativité des réseaux sociaux et la méchanceté des gens, ça plombe les gens. C'est tout à fait normal parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont méchantes. Voilà, ça me dépasse. Je vous l'ai déjà dit, je me répète, je me répète et je me répète, mais c'est pas grave. Donc, si vous avez envie de voir d'autres vidéos, allez dans ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos, que ce soit plus technique ou plus du blabla ou des podcasts. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, je me répète encore une fois, je sais que ça saoule certaines, parce que ça aussi ça saoule quand je dis ça, mais c'est comme ça. Eh bien, vous cliquez sur le pouce. Si vous avez envie d'avoir des si vous avez non, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous rappelle que j'ai une newsletter, parce que la newsletter, c'est ce qui permet d'être le plus en contact avec moi et d'avoir les dernières nouvelles. Et je vous rappelle aussi que nous sommes jeudi quand je filme. La vidéo sortira samedi matin, mais il vous restera à ce moment-là un peu moins de 24 heures, ah non, un peu plus de 24 heures pour pouvoir profiter de la promotion Summer Cal 30% pour surtout mes patrons, pour pouvoir participer au cal d'été qui est le thème, c'est la texture. Le cal, il a lieu sur Discord et il a lieu sur Ravelry. Si vous avez envie de nous rejoindre, envoyez-moi un petit MP, ce sera avec plaisir. À bientôt!